Bonjour, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Pourquoi bonjour, bonsoir? Parce qu'on ne sait jamais à quelle heure vous allez regarder cette vidéo et je suis en joie aujourd'hui d'accueillir pour cette conversation inspirante, une jeune femme, une personne, un être humain, avec plein de qualités humaines que j'ai rencontré nous nous sommes rencontrés au mois de juin avec l'événement de Laura Boulot qui s'appelle Soul Visibility 2. J'ai vraiment l'honneur et l'avantage, de recevoir aujourd'hui Alice. Salut Alice Catelino. Hello Stéphane, je suis contente de te retrouver et de vous retrouver, chers auditeurs. Je ne sais pas de quel bord du monde vous nous écoutez, mais en tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour le jour auquel vous nous écoutez. C'est ça. Effectivement, c'est l'avantage avec tous ces réseaux, c'est qu'on peut s'écouter, s'entendre, se voir, à l'autre bout du monde. Alice, mais qui es-tu Alice? D'où viens-tu? Est-ce que Alors, tu peux nous te décrire un peu? d'où je viens, d'une planète étrange qui s'appelle la planète créativité. Non, blague à part, je viens de région parisienne. Je suis Ouais. née à Meudon, donc dans le 92, Ouais, OK. proche de Montparnasse, tout ça, pour ceux qui ont un peu la vision de Paris. Dans une famille très aimante, avec une maman qui m'a beaucoup poussée à la créativité. Voilà, j'ai Ouais, commencé la créativité très tôt, puisque j'ai été inscrite au solfège à mes 3 ans et demi. Tout premier solfège. Alors là, tu tapes juste sur des claves, hein, c'est pas très glam. Puis après, j'ai enchaîné sur les cours de poterie, de dessin avec Jo Gouga. J'ai eu des cours de création sur bois, peinture à l'huile à l'atelier doré. Après, j'ai fait tout un cursus littéraire avec option art plastique obligatoire, avec dessin modèle vivant, création sur cube, signalétique, etc. Puis après, une mana art appliqué, puis après un master de com. Enfin, tout a toujours été tourné autour de la créativité. Et OK. pourquoi? Je pense parce que j'étais dans une famille très créative. Ma grand-mère était poète, mon autre grand-mère, elle était fan plutôt de l'artisanat, les crochets, tout ça. Ma mère, pianiste, beaucoup de chanteurs, cantateurs dans ma famille. C'était musique et on va dire art plastique dans ma famille. C'était moins la danse, tu vois, on n'est pas, on n'a pas trop l'intelligence kinesthésique. Je fais bien de la tectonique, mais c'est tout. Euh, et, euh, et pourquoi on nous a autant poussé à faire ces activités extrascolaires, si je peux dire, c'est que culturellement dans ma famille, c'est enrichir en fait l'humain. Et puis on était nés avec mon frère et moi avec un handicap de naissance. Donc mon frère a un albinisme oculaire, très mauvaise vision. Donc ma mère essayait de l'épanouir ailleurs aussi qu'à l'école parce qu'à l'école ça se passait pas bien. Et moi, je suis née donc malvoyante de l'œil gauche, donc là je ne te vois pas avec. Bah, en fait, on est en miroir, donc je te vois pas avec cet œil-là. Euh, mais bon, c'est pas que je l'ai mal vécu, on a fait pas mal d'années de rééducation des yeux avec mon frère pour au moins que nos yeux rentrent dans l'axe, quoi. Bah, après, quand je suis fatiguée, mon œil il part, il se peut qu'il parte si je suis fatiguée. Voilà. Et donc, le fait de s'enrichir autrement, on devenait des enfants assez originaux. Je pense que le Mmh. handicap plus la créativité a fait de nous des enfants un petit peu particuliers. Et en plus de ça, mon frère a un QI assez élevé. Il a fait plusieurs tests. Il se rapproche de celui de Einstein pour te donner un ordre d'idée, ce qui a été un gros handicap pour lui dans la société, parce qu'il est impossible pour lui de s'insérer correctement, difficulté avec le lien de subordination, etc. Et moi, donc moi, j'ai pas un QI élevé. Moi, j'ai juste une neuroatypie qui était assez visible petite déjà. J'étais un peu hyperactive. Donc, enfin, beaucoup même. Mais chez les filles, disons qu'on se canalise parce qu'on est des petites filles sages. Donc, ça se voit sur le fait qu'on sort beaucoup de jouets, beaucoup de trucs à faire, etc. Mais après, j'avais quand même des notes correctes à l'école. Tu vois, c'est pas aussi dramatique que tu imagines. Voilà, quand tu entends un enfant turbulent ou tu imagines un enfant turbulent. Mmh. euh, voilà, moi ça va. J'avais quand même beaucoup bavarde en classe, mais Mais ça va. quand on dit neuroatypique, on pose ce mot, ce label, cette étiquette sur neuroatypie, ça se traduit comment chez un enfant? Tu disais, qu'avec Alors, ça allait un petit peu dans tous les sens, mais alors en fait, donc moi ma mère est psy, donc déjà c'était plus facile à diagnostiquer, psychosociologue. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chez moi, donc j'avais des phases d'hyperfocus et des phases
heu, je sais pas comment je peux t'expliquer ça, je partais dans tous les sens, quoi. En fait, j'ai toujours été la fille que je suis aujourd'hui, je m'en rends compte. Bah, pour te donner un ordre d'idée, déjà, ça se voit dans la chambre. hem, un enfant bordélique, c'est un enfant bordélique, ça, c'est normal. Mais moi, c'était un bordel organisé. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais donc tout un scénario, hem avec, vraiment un déroulé très particulier. Par exemple, j'allais jouer avec les Barbie de telle heure à telle heure, puis je passais au Lego, puis au Petit Malin, puis au Playmobil, puis, à la dinette, puis et en fait, j'avais comme créé des systèmes dans le système, tu vois? Et donc j'arrivais à reprendre l'histoire de machin, tu vois? Et je me vois encore le créer si tu veux. Et puis j'avais, bon très vite j'ai eu des symptômes physiques aussi, tu sais, les jambes qui bougent, impossible de faire la sieste. J'ai été un enfant qui a jamais fait la sieste, quasiment. Donc c'est-à-dire qu'on me mettait à la sieste, j'allais à la sieste et je me vois encore, chez ma grand-mère donc compter les lattes, tu vois? Même à 4 ans, hein, je me vois compter les lattes du lit superposées au-dessus et le faire jusqu'à 3 000, 4 000, 5 000, tu vois? Parce que j'arrive pas, alors j'avais très très certainement pas, le compte jusqu'à 3 000, 4 000, mais tu vois, je me vois encore en train de faire ça, tu vois? Compter et ma grand-mère qui dit: «Allez, dors!» et moi, impossible de dormir. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je suis incapable de faire la sieste. Impossible, tu vois? Je dors très peu, je dors entre 5 et 6 heures par nuit, toutes les nuits, de tous les jours, de toute l'année et les gens me disent: «Ah, tu pas fatiguée?» Bah non, en fait, je ne comprends pas le concept d'être fatiguée pour ça, tu vois? Hem, je vois bien aussi que bon, le système nerveux, il est un peu agité chez moi, tu vois? J'en parle beaucoup avec Ludovic Leroux, peut-être que tu connais. Ouais. Il me dit, «Juste on te voit dans ta gestuelle, ta manière de parler, tu un système nerveux, il est comme ça», tu vois? Et c'est vrai qu'il a toujours été comme ça, quoi, du mal à patienter, beaucoup de les enfants neuroatypiques font beaucoup de caprices aussi. Heu Gros problème vis-à-vis de la frustration, tu vois? Le non, moi je faisais des crises quoi, je roulais au sol, pour un truc bête, tu vois? Des bonbons, un truc comme ça. Alors que j'avais des parents qui m'avaient, éduquée exactement de la même manière que mon frère, donc pourquoi chez mon frère ça se traduisait pas de la même manière? Enfin voilà, tu un peu le schéma et en fait tu le découvres bien plus tard, hein, on n'a pas découvert, si tôt. Moi j'ai vraiment découvert mon TDAH à 9 ans, donc Et tu vois? aujourd'hui, tu as Un TDAH, trouble de déficit de l'attention et de et tu quel âge? Tu l'hyperactivité. quel âge aujourd'hui? 35 bientôt, 35. Ouais, donc ça fait pas si longtemps que ça. voilà. Mais j'ai toujours remarqué que j'étais différente des gens. J'ai toujours remarqué que je voulais faire plein de trucs, j'ai toujours remarqué que je sais pas comment t'expliquer, qu'il y a une espèce de boulimie de vie, tu vois? Heu, je vois bien les gens sont calmes par rapport à moi. Je vois bien que, Mais tout le monde est calme par rapport à toi, Alice. je vois bien que même dans le train, tu vois, il y a un Ouais. truc qui m'épate, c'est dans le train, les gens qui restent assis à leur place. C'est quelque chose que je ne peux pas concevoir. C'est-à-dire que moi, tu me vois, je marche dans les couloirs, je vais dans la voiture bar, je m'assois, je téléphone, je descends, je remonte les escaliers de l'étage du TGV. Tu me verras jamais, jamais, jamais assise 3 heures dans un train, mais je me pends. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne prends pas l'avion pour aller jusqu'en Thaïlande ou à Bali ou parce que mais pour moi, c'est la torture ultime. C'est rester bloqué dans un vol long courrier de 9 à 10 heures ou alors il faudrait me shooter à la kétamine, je ne sais pas. Mais, mais je ne pourrais jamais y arriver, c'est impossible. Bah, tu disais tout à l'heure que tes parents étaient hyper bienveillants. Il y a 2 choses qui me viennent. La première, c'est quand on a une problématique à l'œil, c'est l'œil gauche en ce qui te concerne, est-ce que tu développes d'autres sens? Ça, c'est parce que ça peut il y a une compensation qui peut se manifester et la deuxième chose, c'est qu'avoir un enfant comme ça, sur des parents qui sont pas prêts, comment ils le vivent? Parce que, les caprices, le speed, tout ça, comment ça se gère? Bah, alors, déjà, le plus douloureux pour mes parents, ça a été mon frère, parce que mon frère, il peut toujours pas conduire. On lui a dit qu'il aurait des grosses difficultés à l'école, et alors, en fait, double peine, c'est-à-dire qu'en même temps, on lui a dit à ma mère qu'il aurait un retard à cause de sa quasi-cécité, hein, il a une quasi-cécité et en même temps, il est, surdoué. Donc en fait, on a dû même lui faire sauter des classes parce qu'en fait, il était bien trop en avance dans sa tête. Sauf que, a vécu le harcèlement scolaire parce qu'il louchait et cetera. Enfin, donc ça a été très compliqué. Donc déjà pour mes parents, ça a été l'enfer, d'un point de vue de voilà, de gestion de l'avenir pour mon frère. Moi, j'ai fait des caprices en magasin. Après, en dehors de la gestion de la frustration, j'étais un enfant très, joyeux. C'est-à-dire que, d'ailleurs je fais toujours, j'ai toujours fait, endosser le rôle du clown, dans ma famille.
ma mère, quand elle me déposait chez les copines, les parents de mes copines disaient: «Ah Alice, elle est trop facile, elle mange tout, elle aime tout, elle est toujours d'accord pour tout». Tu c'est toujours dans la positive attitude donc je pense que la gestion des caprices, ma mère l'a très mal vécu, surtout que mon père me mettait pas de limite. Mais et d'ailleurs, j'étais tellement déterminée, je te donne un exemple, mais depuis que j'ai 3 ans, je voulais un chien. Jusqu'à mes 16 ans, ma mère a tenu bon, je n'ai jamais eu de chien et j'ai même été un chien. C'est-à-dire que pour que ma mère cède, je mangeais à 4 pattes. Je je j'étais têtue. Je mangeais mes bolognaises à 4 pattes au sol et ma mère me disait: «Non, je ne vais pas céder», tu vois? Et j'ai fini par avoir mon chien, bon, à 16 ans et après depuis, bah, tu me vois, je suis toujours avec mon chien, ça revient de là. Depuis que je suis petite, je veux un chien. D'ailleurs, mon chien est à côté et jusqu'à ma mort, je On vais le mourir salue? à côté d'un chien. Qu'on salue, Salut. Il tu vois? s'appelle? Taya, Ouais, ça y est, salut, voilà. ça y est. Donc oui, je pense que ça a été dur, mais alors enfin moi j'étais plutôt Celle qui le compensait peut-être la exactement problématique que ton frère et ouais. c'est ça. J'étais un peu l'oxygène de mes parents parce que c'est vrai que c'était plus facile, j'avais le droit de faire certains sports que lui non, j'avais le droit heu, j'étais extravertie, j'étais, facile. Après, les sens que j'ai développés, en fait, déjà petite, j'ai eu ce qu'on appelle un rhume de hanche. C'est assez courant chez les bébés. Ça fait que du coup, tu peux pas, enfin la motricité pendant une période est bloquée quoi au niveau des jambes et ça revient après dans l'ordre, je sais plus comment ça se passe, je crois que c'est bactérien, j'en ai aucune idée, je t'avoue, je veux pas dire de bêtises. C'est assez bénin, mais ce qui fait que ça m'a un petit peu retardé, le comment dire? L'évolution quant à la Développement marche moteur? et le Ouais. développement moteur, voilà. Et je sais que déjà petite, ma mère m'a dit que j'étais très en avance sur la parole. Donc, ça ne m'étonne pas aujourd'hui, tu vois, que je donne des conférences et pour moi, c'est facile, de parler. C'est pas un effort, ça me demande pas de concentration, ça me demande pas de chercher mes mots, ça débite, tu vois? Donc je pense que Ouais. oui, le sens qui a compensé, ça a été clairement celui-là et il y a l'odorat aussi, je sens très fort les odeurs, c'est très énervant d'ailleurs Alors parce ça peut être énervant, mais ça peut être sympa aussi quand tu es en pleine nature, par exemple. oui, voilà, c'est ça. Mais sauf que le problème, c'est que je suis rarement en pleine nature et donc je sens plutôt les odeurs de pollution, les gens qui pètent dans le métro, c'est c'est l'enfer. Je sens tout ce qu'il faut pas sentir, voilà. Et donc cette enfance, cette énergie-là, tu l'as mis à quel service? Parce que j'imagine en grandissant, pré-ado, ado et après, l relationnellement avec les autres, ça se passe comment? Alors, bah, moi, j'ai toujours eu beaucoup de copines. J'étais madame copine. En fait, j'ai toujours voulu être, j'ai du mal à penser solo. Je pense parce que j'ai toujours été habituée déjà d'être la petite sœur. Puis en plus, j'ai toujours aidé mon frère. Donc, j'ai toujours fonctionné en meute, en fait, en groupe. Moi, j'ai toujours eu des groupes de copines, que ce soit au primaire, au collège. Très vite, j'ai été déléguée de mes classes. Je voulais être élue déléguée parce que je voulais, mettre à profit, bah, mon bagou, tu vois, pour, Au service des voilà, au élèves? service pour venir en aide aux autres. Même, au spectacle de l'école, je me rappelle même dès le CE1, on a les cassettes encore avec ma mère. Tu sais, souvent les petits, ils avaient peur de regarder les autres, ils avaient peur de faire le rôle qui est le plus visible et tout. Moi, je disais: «Ah moi je le prends, il y a aucun problème», tu vois? Quitte à m'afficher, je je faisais le clown quoi, tu vois? Donc ça me dérangeait pas. Puis je voyais bien que parfois ça soulageait, par exemple, ma meilleure amie Lauriane, qui est toujours ma meilleure amie, on s'est rencontrés à la maternité. Elle est née le Waouh! 4 juin, je suis née le 5 juin. Bah, elle était plus introvertie, donc je venais à sa rescousse quand je voyais que c'était trop dur pour elle. Je disais: «T'inquiète, t'inquiète, c'est moi qui vais faire le truc, t'inquiète pas. Je me mets à ta place, je prends la flèche, tu vois, dans mon armure à ta place. Il y a pas de souci», tu vois? Et j'ai souvent fait ça. Je l'ai fait après pour Sabrina Bertrand, je l'ai fait pour Oriane Blanchard, je l'ai fait pour, je peux te faire des exemples comme ça pour plein, plein de filles et hem et après, comment ça s'est traduit? Après, j'ai perdu, ce truc-là, bah, quand j'ai rencontré, mon premier mec toxique qui m'a mis plus bas que terre Toxique. dès mes 17 ans. J'ai été 6 ans dans une relation d'emprise toxique, à l'étranger en plus, donc Tu où à ce moment-là? à Casablanca, au Maroc et hem et ouais et là, j'ai perdu un peu ce truc, puis il est revenu, 100 fois plus fort, en fait, quand j'ai réussi à m'extirper de cette, relation et là, en fait, tout s'est décuplé. C'est-à-dire la petite Alice de l'enfance est devenue, exponentielle.
Donc j'ai fait OK. que des trucs par rapport aux autres, émancipation, le club des samouraïs. Là, je fais une émission business aussi pour valoriser, bah, ceux qui ont un business et que ça colle pas et que ça va pas, il faut les aider. J'ai fait des chansons. Dans mes chansons, quand je chantais, je parlais d'émancipation féminine, des pervers narcissiques. J'ai fait un livre qui s'appelle Solide, où pareil, ça a créé une quarantaine de divorces. Enfin, en fait, après, toutes les actions ont fait une boule de neige de, voilà, d'aide, de magma, d'entraide, de soutien. Enfin, voilà. Ce que tu veux dire, c'est que de 16 à 22 ans, pendant ces 6 ans-là, tu vis De une 17 à relation 23. pardon, de 17 à 23, ouais, excuse-moi, de 17 à 23, tu vis cette relation et Oui. derrière cette relation, il y a comme, une ouverture au monde qui explose d'une certaine manière et qui perdure aujourd'hui. Est-ce que tu serais capable aujourd'hui de dire à ces femmes, par exemple: «Toi, cette relation, elle t'a aidé à être qui tu es aujourd'hui»? Tu aurais Ah oui. préféré ne pas y passer, probablement, pas passer par là, mais Ouais. qu'est-ce que tu en sors? Qu'est-ce que tu peux en dire de cette relation aujourd'hui? Ah bah c'est sûr que cette relation, alors, je pense que tu vois, c'était la petite Alice qui était là, qui existait déjà, mais on va dire que ça, ça a comme embrasé le feu, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait déjà le Mmh. feu, mais c'est un petit feu follet, tu vois? On va dire que le fait que ça mette de l'essence dessus, ça a rendu le truc explosif, donc je dirais pas que c'est grâce ou à cause, parce que j'aime pas trop, trouver une bonne ou une mauvaise excuse à une situation qui est passée. En tout cas, c'était là, c'est que ça devait se faire et que ça en fait, si tu veux, bon après on croit à ça ou pas, mais j'ai fait, donc mon test en tant que, heu, enfin moi j'ai fait mon, comment ils appellent ça? Ma carte Human Design là, je sais plus comment ils Ouais. appellent ça. Mmh. Et moi, je suis réflecteur. Ton Ça veut dire thème. qu'un réflecteur, voilà, je suis 100%, tous mes centres sont blancs. Ça veut dire que je suis 100% le résultat de tout mon environnement. Et donc, je fais partie des mentors qui ont besoin de vivre la chose et tellement ressentir l'émotion au plus profond pour s'en servir au profit des autres, en gros. Donc, je Mmh. pense que je n'avais pas le choix, ne serait-ce que dans mon chemin de vie, que de le vivre pour que ce soit le plus sincère du monde parce que j'aurais fait de l'émancipation féminine. Je vois beaucoup de personnes qui parlent d'émancipation, de girl power, qui font un peu du tributisme, tu vois, mais plus par marketing, tu vois. Alors que moi, le tributisme, c'est un besoin vital en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai failli mourir. J'ai vu des femmes qui ont failli mourir. Je parle même pas d'une mort physique, mais surtout une mort cérébrale. Dans ta relation, tu parles de cette mort, c'est ça? Ouais, en fait, bon, déjà, il a essayé de me jeter du sixième étage, donc ça, c'est une chose. Mais surtout, je me suis perdue, quoi. J'étais plus moi-même. J'ai des souvenirs. Alors, parfois, je perds la mémoire de cette relation parce qu'il y a des choses où je me dis, c'est pas possible qu'il se soit passé ça et tout. Mais parfois, j'ai des flashs. Genre, par exemple, la fois où on a essayé d'échapper avec mon frère à une colère de mon ex qui était sous C. Je dis C parce que si tu mets ça sur YouTube, je veux pas que tu I fasses get C. it. Euh, et complètement défoncé et qui pensait que quand j'étais allée faire pipi, quand on est allé en boîte, je m'étais tapé un mec dans les toilettes alors que j'étais juste allée faire pipi et donc qui était en train de vriller dans sa paranoïa et nous courait après, il voulait taper mon frère et donc je nous vois dans un immeuble à Casablanca chez Hatim, mon pote. On était monté, tu sais, il y a une plaque de tout en haut en fait au sixième étage dans un ascenseur, tu as la plaque de maintenance technique, tu vois. Et je nous vois en fait être monté là-haut et donc, tu as le vide en dessous parce que donc l'ascenseur, en fonction de s'il est monté en bas. Et je nous vois avec mon frère, bon, il y a une petite grille, tu vois. Et il me dit, mais est-ce que je suis bien en train de vivre ce truc-là? Genre, est-ce que je suis bien en train de me cacher avec mon frère, qui est la prunelle de mes yeux, que j'ai toujours protégé parce qu'il avait son handicap et tout, être en train de me cacher dans un local technique d'ascenseur pour échapper à ce malade qui est censé être mon mec, tu vois? Et ça, c'est vraiment une scène qui m'a marquée. Bah, même mon frère, ça l'a marqué. Aujourd'hui, ça nous a encore plus soudés. Et même mes copines qui étaient là aussi, ça les a un peu choquées. Enfin, beaucoup même. Et, et je me dis, dans ces moments-là, enfin, c'est obligé que ça doit servir à quelque chose, tu vois. Parce que Bah moi, oui, ce et qu'est-ce que j'en moment-là, fais de ça? Ouais. voilà. Et le truc, c'est que ça m'a fait réaliser que j'étais pas du tout la seule, en fait. Que les femmes qui vivent des violences, il y en a beaucoup, et je parle même pas des violences dans la relation de couple, mais les violences, elles sont très insidieuses, elles sont très sournoises en fait. Ça va être une inégalité
de salaire, ça va être ah, mais vous n'êtes pas censé porter ça, c'est trop sexy. Ah, ça va en fait, c'est plein de petites violences au Mmh. quotidien, tu vois. C'est ah, t'es une mauvaise mère, tu reprends le travail, t'es censé l'allaiter. C'est plein de micro-violences. Et j'ai réalisé que, ben, moi, j'avais la chance, une fois que je m'étais extirpée de ce mec-là, j'avais Comment la tu chance t'en d'avoir. extirpes? Pardon, comment tu te sors d'une relation comme ça? Alors, déjà, j'ai tous mes amis qui m'ont tourné le dos parce que ça faisait plusieurs années que. Bon, déjà, j'étais au Maroc. Donc, j'étais à Casablanca, j'étais à 1000 Pourquoi d'ailleurs? kilomètres C'est parce tes qu'il était, parents qui il était du Maroc. Euh, ah oui donc, d'accord. en gros, je te la fais très court. euh, donc, je suis en dernière année de mon lycée. Mon frère, qui a 3 ans de plus que moi, est en échange universitaire à l'ESCA à Casablanca, en école de commerce. Je vais le rejoindre pour la Toussaint, pour des vacances. Il fait des soirées avec des mecs de sa classe. Et c'est là que je vais rencontrer ce mec-là qui au départ, sur le papier, est hyper intéressant, inspirant. Même je suis choquée, j'avais jamais rencontré par exemple un Français qui avait autant de culture générale de notre pays, tu vois. Donc moi j'étais un peu sapiosexuelle, j'aimais bien les gens qui sont euh, érudits, intelligents, brillants, tu vois. Et donc ça a commencé comme ça. J'aurais dû voir les premiers red flags, je vais pas te faire toute la l'histoire, mais en gros il me disait oui je suis avec une fille, mais c'est une folle. Enfin bref, tu vois quand ça commence Ouais, comme ça. je vois. Voilà, mais moi j'étais jeune, j'avais 17 ans, j'étais même pas majeure, tu vois. Donc au début ça va être une relation à distance jusqu'à ce que moi j'arrive à, à ma licence. Donc j'allais le voir tous les étés, enfin tous les Toussaint, Noël, Ouais, euh, c'est tes vacances. avril et vacances d'été. Donc quand même on se voyait régulièrement. Mais jusqu'à ce que j'arrive à signer ce qu'on appelle le réseau Cumulus, c'est comme Erasmus, et donc continuer à faire mon cursus avec un échange universitaire. Et donc voilà. Donc je sais plus pourquoi je te disais ça. Tu te Donc retrouves voilà, là-bas. j'étais au Maroc et donc au bout d'un moment même je vais m'y installer, tu vois. Et mes copines à force, bah, elles en ont marre, tu vois, de mes histoires. En même temps je pleure, en même temps je me plains, en même temps machin, en même temps ils me contrôlent à distance. T'es où, t'es avec qui, je t'appelle, t'es avec qui, y a qui autour de toi, je suis obligée de filmer, etc. Ça va être ma réalité pendant 6 ans, tu vois. Donc tout ça, alors que lui il me trompe, s'est tapé 30 nanas, enfin bref, tu vois, parce que forcément les cordonniers sont les plus mal chaussés. Voilà. Et comment j'ai réussi à m'en sortir? Bah, déjà, je pense qu'à 23 ans, j'avais pas la même maturité qu'à 17. Ça paraît bête, mais vraiment, on est une autre personne. De 17 à 23 ans, 17, on est encore un bébé, tu vois. 23, on est un jeune adulte. On prend déjà des décisions d'adulte. D'ailleurs, à 23 ans, quelques mois plus tard, j'ai créé ma société, tu vois. Alors qu'à 17 ans, j'étais un gros bébé. Ça n'a rien à voir. Et mes parents avaient loué un gîte à côté de Montpellier. Donc j'avais quand même le droit d'aller voir mes parents en vacances, même si j'étais bien contrôlée. Et ce gîte était à côté de l'Odève, donc dans Mmh. les Cévennes, là, enfin, entre les Cévennes et l'Hérault. Et en fait, et bien là, ce moment, enfin, non, ce séjour, il va y avoir les fêtes du 14-15 août. Et moi, je vais voir dans la rue des gens danser, se jeter dans les piscines, boire du pastis. Enfin, pour moi, c'est lunaire, quoi. Parce que je vois des femmes qui rigolent avec des hommes. Pour moi, c'était interdit. Enfin, voilà. Et je tombe des nues, quoi. Je suis là, mais en fait, d'un coup, je me réveille en fait. Genre d'un coup, waouh, en fait, en France, c'est comme ça que ça se passe, quoi. OK. Et en plus, ce soir-là, je rencontre un mec qui plus tard va être mon mec, qui était super sympa en fait. Heu et heu et là, j'ai le courage de le quitter 2 mois après, quoi, à peu près. Je Tu reste le quand quittes même un comment? petit peu. Alors, je le quitte Parce que par. comment ça se quitte, une relation comme Alors, ça? C'est très bonne question. Donc je travaillais chez, Banzai Agency, c'est une agence de pub là-bas. Je demande à Mehdi et Maria, qui sont mes boss, mon après-midi. Heu Et donc tout va aller très vite. Bon, en gros, au Maroc, si tu veux, c'est le pays de la débrouillardise. Donc, en mmh, gros, tu as ce qu'on appelle des gardiens dans la rue. C'est un peu les mecs à qui tu donnes un pourboire qui gardent ta voiture, mais c'est aussi un peu les indiques du quartier, tu vois. Et moi, j'en avais un qui était très sympa. Il avait déjà vu que ça allait pas du tout dans ma vie. Et j'avais des amis aussi au Maroc, dont Emeline. Emeline, qui était une très bonne amie, une ancienne collègue de quand je bossais dans l'autre agence de pub où j'étais avant, qui s'appelait Saga. Et elle m'avait dit, si tu as besoin de quoi que ce soit un jour, je serai là, quoi qu'il arrive. voilà. Donc, OK. je demande à Brahim, mon gardien, en urgence d'appeler ce qu'on appelle les Honda. Donc, les Honda, c'est des mecs en fait, qui ont des petits camions Honda qui sont ouverts comme des pick-up, de m'en ramener un. Et je demande à l'épicier en bas s'il a des cartons. Et là-bas, c'est le pays de la débrouillardise, il y a des cartons. Donc, il est environ midi, quoi, quand j'arrive.
mon ex, lui, il rentrait le soir vers 17-18 heures, tu vois. Donc j'ai grosso modo 3-4 heures devant moi pour faire tous les cartons du plus important. Il faut savoir que j'étais locataire là-bas, j'étais pas propriétaire, et tout mettre dans une Honda et me barrer je sais pas où, tu vois. En gros, c'est ce qui s'est passé. Donc je vais être toute seule, je vais mettre mes chaussures, mes fringues, mon chien à l'époque, toute ma vie, quoi. Bon, je vais pas prendre les meubles évidemment, je vais prendre vraiment ce qui est important. Et je vais me retrouver dans la Honda et je vais appeler Emeline et je vais lui dire voilà, écoute, je sais pas où aller. Elle me dit bah viens chez moi. Donc je vais rester chez Emeline pendant au moins 3 semaines avec mes cartons. Et donc l'autre ne sait pas où je suis et j'ai pu retrouver un autre appart entre-temps. Mais c'est à ce moment-là aussi que j'ai eu le déclic de rentrer en France. Et donc je vais le quitter vers octobre 2024 et je vais rentrer en France en janvier 2025, un truc comme ça, tu vois. Et 2025, 2015, excuse-moi. Ouais. 14, 15, excuse-moi. Et c'était il y a 10 ans. Donc, et en fait, je vais arriver d'abord à Narbonne. Je vais vivre avec ce mec que j'ai rencontré à la fête du village où j'étais. On va rester 3 ans ensemble. Bon, ça a été super, ça a été comme un pote, une super relation et tout, mais ça l'a pas fait, tu vois. Mais il m'a beaucoup aidé parce que il était pas Tu avais toxique, besoin quoi. de te réparer, toi. Voilà, c'est ça. Et donc là, je vais faire plein de choix un peu à la con. Je vais me lancer dans la micro-entreprise. Je vais faire un BTS diététique parce que ce que je t'ai pas dit, c'est qu'avec toutes ces années, j'ai développé une anorexie boulimie parce que j'étais souvent enfermée chez moi. Donc mon refuge, c'était la bouffe. Donc il va falloir que je me soigne. Donc je vais m'inscrire à Adonis, qui est une école de diététique. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe dans mon corps. Je vais faire de l'immobilier commercial. Ça va pas bien se passer. Enfin bref. Et ouais, à peu près un an après, déjà, je vais créer ma première micro-entreprise et je vais trouver des petits clients par-ci par-là sur un site qui s'appelle Star of Service, qui permet de trouver des clients. C'est un peu comme Malte.fr, tu vois. Donc, je vais faire des petits logos, des petits CV, des petits. Voilà. Et puis, quelques mois plus tard, il y a un client qui va me dire est-ce que tu peux gérer ma page Facebook? Et je te paye pour ça. Et je dis waouh! Genre, il y a un business de ça, tu vois, genre, Alors moi, ce qu'il faut savoir, je vais essayer de te montrer, mais Facebook, je connaissais bien parce que mon refuge, au-delà de l'anorexie boulimie, quand j'étais au Maroc avec mon ex, j'avais une page qui s'appelait Satat, je l'ai toujours. Satat, ça veut dire les meufs en Darija. Je faisais de l'illustration, donc rappelle-toi, j'étais une petite fille créative. Ouais. Et en fait, dans cette page, je dessinais justement, bah, c'est un peu les aventures d'Alice, la française, au Maroc, tu vois. Donc, quelque part, c'était les prémices de Alice K Designer, moi, aujourd'hui, sur les réseaux, tu vois. Et, et en fait, je connaissais bien Facebook, mais je connaissais pas Instagram. J'essaie de te montrer un exemple parce qu'il y avait vraiment des trucs très, très drôles. Attends. Euh, En gros, l'idée, c'est de grimer un peu les contradictions que nous, les femmes, on pouvait vivre. Et notamment aussi, je me mettais à la place des femmes du Maghreb qui vivent clairement dans une sorte de elles-mêmes le disent, tu vois, une sorte de dissonance, parce qu'en même temps, elles doivent être des femmes traditionnelles, en même temps modernes. Elles ont beaucoup d'injonctions et de pression sociale qui pèsent sur elles, entre la culture, la religion, la modernité, parce que Casa, c'est quand même la plus grande métropole d'Afrique. Donc on est quand même sur, enfin, c'est le Moscou, tu vois, ou le New York de chez nous, tu vois. Donc, faut imaginer que c'est énorme, c'est 2 fois plus grand ou 3 fois plus grand que Paris. Voilà, bref, c'est gigantesque. Et donc, ça avait super bien marché. Donc, en gros, tu avais toujours des petites. Attends, excuse-moi, j'ai un appel. Il y avait toujours des petits, voilà, des petits dessins d'une meuf qui se plaint parce qu'elle fait les courses. Enfin, voilà. Et donc, je vais me lancer sur ce contrat où le gars il me propose de gérer son Facebook. Et surtout, je vais me dire, il faut que je me forme à Instagram parce que donc là, on est vers 2016, tu vois. Instagram a déjà 6 ans. On l'a pas pris encore au sérieux. Il est sorti en 2010. Et je sais pas pourquoi je vois qu'il y a il y a un Une truc. fenêtre, là, il y a quelque chose. Je vois que les gens postent de plus en plus. Je vois que, voilà. Et moi-même, je me dis, j'ai besoin en fait d'une thérapie. Et ma thérapie, ça va être que bah, je vais raconter ce qui m'est arrivé. Et donc, je vais commencer à créer un compte pro et un compte perso. Donc, mon compte pro s'appelle Digital et Compagnie, c'est le nom de mes boîtes et tout. Et mon compte perso, bah, je vais l'appeler. Alors, je me dis, mais comment je vais m'appeler Alice Casolino, c'est long, c'est compliqué, les gens ne vont pas retenir. Et moi, mon diplôme à la base, mon master, c'est concepteur créateur en communication visuelle et designer en communication visuelle. Donc je dis, bah, je vais m'appeler Alice Cat Designer. Et ça va rester en fait.
Et en plus, ce que j'aime bien dans le designer, c'est que l'étymologie latine, c'est celui qui a une solution à un problème. Ça veut pas dire spécialement Mmh. celui qui design des voitures, tu vois. Donc j'aime bien la racine. Donc je le garde et je me rends compte que mon compte pro ne prend pas, ne fait pas d'abonnés, mais par contre le compte perso où je raconte ma vie, mes déboires, mes voilà, le fait que j'ai des TCA, le fait que, ça allait pas, j'étais dans une relation toxique, bah, les gens s'attachent. Puis je commence à faire des bons plans, puis après je deviens influenceuse, je commence à avoir des collabs, puis en fait je me rends compte que les collabs, je m'en fous. Puis après je vais me servir de ça pour faire de la musique. Rappelle-toi, quand j'étais petite, je te disais, on Ouais. avait art plastique et musique, donc je vais faire de la musique pendant plusieurs années. Je vais avoir un label qui va signer, chez Believe, donc c'est là où il y a Jul, c'est l'équipe de Gims qui a fait mes sons. Mes sons, ils sont sur YouTube encore, je pense que je vais pas les laisser longtemps parce que je vais me servir de ma chaîne dans pas longtemps pour une émission. Mais ça va me faire du bien, sauf que je vais beaucoup me faire arnaquer dans ce milieu-là. Énormément, j'ai perdu plus de 200 300 000 euros, je sais plus combien, c'est énorme. Argent que je pouvais perdre parce qu'entre-temps, j'avais pas mal réussi dans l'infoprenariat, donc c'est de l'argent que je m'étais autorisée à perdre. Mais quand même, je vais en fait renouveler à chaque fois les épisodes où je me fais avoir par des situations d'emprise, que ce soit dans l'amitié, dans le Mmh. business. Et en fait, c'est tout le temps un schéma qui se répète. Première fois, donc c'est mon ex. Deuxième fois, c'est un certain Stéphane B, contre qui je vais aller au tribunal des prud'hommes, qui va ne pas me payer pendant 8 mois et à chaque fois, il a une bonne excuse, tu vois. Et en fait, je vais C'est gagner quelqu'un qui t'employait? C'est quelqu'un qui ah, te alors c'est ça qui est touchy, c'est que du coup, ça a été jugé comme travail dissimulé. C'est-à-dire il me ah, faisait travailler tous les jours. J'étais soi-disant une prestataire de service, mais qu'il ne payait jamais. Et en fait, on a pu faire bah, validé par le juge que c'était du travail dissimulé parce qu'il m'appelait même à 4 heures du matin, on a sorti les journaux d'appel. Enfin, c'était pire que du travail en CDI, quoi. C'était de l'esclavagisme, quoi. Donc j'ai toi, tu gagné. arrivais pas à te sortir de ça? Tu arrivais Bah, pas à non, mais enfin, moi, en fait, le mec était très sympa, mais en fait, il me payait jamais. Donc le problème, c'est que, comment t'expliquer? Je peux pas dire son nom parce que je peux pas faire de oui, oui. diffamation. Dans le contexte du truc, si tu veux, on a été 36 à être arnaqués. Il y a eu Bruno Berberes de The Voice. Il y a eu Marwekos, le gars qui faisait la caméra. Il y a eu Magali, la RP. Il y a eu Vito Derico, qui était aussi un producteur de musique. Bref, en gros, si tu veux, le mec, c'était un Jérôme Carviel. Il nous a monté un truc énorme. Et c'est passé dans les magazines, machin. Et moi, j'ai bossé avec lui comme sa directrice com. On a fait d'ailleurs des choses concrètes, hein. On a monté des castings The Voice. On a fait euh, au théâtre d'Orange, avec la mairie d'Orange. On a fait des trucs. Il faisait bosser plein de gens qui ne payaient jamais, en fait. Il se disait producteur. Et j'étais une des premières à avoir le poteau rose, une des premières à attaquer. Et donc, une des premières à gagner avec Maître Jimenez au Prud'homme de Montpellier. Voilà, mais j'ai été prise dans ce traquenard. Mon ancien associé, pareil. Ce sont mes employés qui m'ont mis en garde de ce qu'elle faisait dans mon dos, tu vois. Et donc j'ai répété les choses comme ça Mmh jusqu'à mh. un jour où ça a fini par s'arrêter. Bah, c'est quand j'ai arrêté la musique. La boucle infernale s'est arrêtée. La musique, je me suis fait c'est essorée, tu vois. Et, c'est en 2022 à peu près que la boucle est pareil, apparemment chez les réflecteurs, donc qui ont un chemin de vie 4-6, apparemment c'est obligatoire. En fait, tu passes par les soreuses pour comprendre la vie et il y a une deuxième phase où ça va mieux. Et je suis dans la deuxième phase et je peux dire que la deuxième phase, la fin de la première phase, ça a été l'hécatombe. La fille de mon mec a eu une tumeur au cerveau. Mon chien s'est fait écraser. Le même chien qui était avec moi quand j'essayais de me sortir de mon premier. Vraiment, la fin du cycle infernal, ça a été. Waouh, je me suis dit, je vais pas m'en sortir, quoi. Et là, depuis, écoute, je touche du bois. Tout va bien depuis au moins 3 ans. Donc, pour ça, là, les gens qui m'ont dit cette année, année 9 c'est horrible. J'étais là, non, non, moi, mon année 9 oula, elle est passée il y a bien longtemps. Laissez-moi tranquille, voilà. En gros, t'as tout le chemin, quoi. OK. Juste tout à l'heure, tu t'expliquais que dans ton fonctionnement, tu avais besoin de vivre les émotions à fond Ouais, pour bien les reconnaître et en faire bien quelque les chose. digérer, ouais. Et tu as fait preuve d'une résilience incroyable. Quand on te voit ici, on voit du sourire, on voit l'énergie. Mais quand tu vis ça, est-ce que tu le vis aussi, mais down de chez down et comment tu remontes? Est-ce qu'il y a il y a quelque chose à donner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui en disant: «Oui, Euh, c'est pas une fatalité en vrai, on peut, mais qu'est-ce que ça demande?» Alors moi, par contre, c'est vrai, oui, je vis énormément mes émotions. C'est-à-dire que, bah, je te dis mon pire souvenir de tous ceux que je t'ai énumérés là.
Bon, l'argent, je m'en fous, ça vient, ça part, d'ailleurs, souvent, quand ça part, l'univers a toujours un plan pour toi, il a encore mieux derrière à t'offrir, donc à chaque fois, ça me fait chier, je pleure, j'en ai marre, mais Mmh. tu vois, pour te donner un ordre d'idée, je me suis fait arnaquer par un certain Serge qui était le manager de Ilan, CTO, le mec la télé-réalité. On a fait un court-métrage. Ils m'ont jamais, rendu mon court-métrage. J'ai fait venir réalisateur des États-Unis, ça m'a coûté très cher, ça, j'ai produit plus de 70 000 euros. J'ai jamais eu mon court-métrage. Bon, ça me fait chier de m'asseoir sur 70 000 euros, c'est horrible, tu vois. Mais bah, le lendemain, signer un contrat sur 5 ans avec le plus grand groupe de casinos de France et c'était au-delà de cette 70 000 euros, tu vois. Donc je pense que sur l'argent, un conseil à vous donner, s'il vous plaît, lâchez prise parce que l'argent est de l'énergie. Si vous rentrez dans la blessure du manque, machin, 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 vous allez vous enfermer dedans, vous enliser, ça va être les sables mouvants du Mont-Saint-Michel. Voilà. Donc, il faut vraiment faire confiance. Parfois même, c'est que cet argent-là, ça y est, le gars, il l'a touché, il l'a sali, il faut qu'il se casse avec. Et lui-même, il va gérer son karma. C'est pas votre problème. Vous vous inquiétez pas, l'univers a un plan pour vous. Par contre, pour tout ce qui est décès, maladie, etc. Alors, je touche du bois, j'ai pas encore de maladie, moi, grave, à part mon handicap. Et vraiment, c'est ma plus grande crainte parce que je suis hypocondriaque et que je n'arrive pas à arrêter de vapoter ma cigarette électronique, mais j'y crois, j'ai tout essayé, je suis déjà à toutes les étapes, je vais finir par y arriver. Euh, le conseil, c'est, bah, je vous prends l'exemple, alors là, ça peut faire sourire les gens qui n'ont pas d'animaux, mais moi j'ai déjà perdu des proches, j'ai déjà perdu des grands-parents, j'ai déjà perdu des amis, mais le deuil le plus dur pour moi, ça a été la perte de mon chien qui s'est fait écraser devant chez moi suite à une bêtise, c'est-à-dire qu'on a notre deuxième chien qui a fait un trou sous le grillage, le chien s'est sauvé, il s'est fait écraser par une voiture. Bref, ça aurait pu être 100% évité. Et alors que j'avais déjà perdu des animaux, des chats, des chiens de vieillesse, de cancer, de machin. Mais ce truc-là, waouh, ça a été un choc, surtout que c'est mon voisin qui l'a écrasé. Bon, bref. J'ai été l'ombre de moi-même pendant un mois. Je me suis dit, je m'en remettrai jamais. Je ne comprends pas comment un petit animal comme ça peut m'avoir autant impacté parce que ça impactait tout en fait. Il avait été là quand je me suis sortie de ma relation toxique. Il avait été là Et oui, c'est ça, quand, si tu veux, il représentait un bout d'un organe à moi en fait, hein, bien sûr. clairement. Bah oui. Donc j'avais vraiment une sensation d'être amputée. Vraiment, on m'a amputé un membre. C'est même quand je t'en reparle, tu vois, je peux faire de l'urticaire et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'ai essayé de conscientiser que, en fait, on nous a appris que la vie est quelque chose qui se trouve dans la matière. Or, pas vraiment. En fait, quand on y réfléchit, oui, notre corps, il est dans la matière. euh, c'est clair, je voyais plus mon chien, il est parti se faire incinérer. Je ne le reverrai plus sous cette forme-là, tu vois. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que plutôt que... Donc au début, j'étais dans le déni, je voulais surtout pas avoir des photos de lui, je voulais surtout pas qu'on m'en reparle et tout. Et c'était pire en fait, j'étais une cocotte minute, même une bombe à retardement si je puis dire. Et, et c'est quand j'ai recommencé à vouloir regarder toutes les vidéos, les photos, euh, me réapproprier les émotions positives, des souvenirs positifs, je me suis dit, mais en fait, bon, mon chien, il s'est fait écraser, il avait 13 ans et demi déjà, il avait bien vécu, tu vois. En fait, si ça se trouve, il allait vieillir de mourir de vieillesse quelques mois plus tard. Peut-être qu'il a choisi sa mort. Peut-être que, en fait, il avait une belle vie et qu'il m'a évité, moi, de devoir prendre la décision de le piquer. Tu vois, j'en sais rien, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce que les choses sont tout simplement pas comme elles sont censées être? Et c'est absolument injuste quand tu perds un enfant, quand tu perds... Lui, quelque part, c'était facile, mais je me suis dit, est-ce que je peux apprendre le stoïcisme, en tout cas essayer, ça n'a pas été aussi simple que ça, mais du coup me confronter à ça. Donc je l'ai vu, je l'ai regardé, j'ai regardé toutes les photos, je me suis confrontée en fait que bah oui ça me fait mal, donc je pleure devant la photo, oui, mais j'arrête d'être dans le déni. Et ça m'a apaisée, je sais pas comment te dire, c'est-à-dire je me suis dit mais en fait il fait partie de moi, il est pas mort, il est pas, son corps n'est plus là, mais en fait lui il continue de vivre en moi en fait. Et là j'ai compris tous ces trucs que je comprenais pas quand j'étais petite, Simba, les cours de les cours de catéchisme quand j'étais dans une école catho, quand on te disait eh, l'esprit est en toi, des choses comme ça. Mais en fait, mais oui, nous sommes un tout. En fait, j'ai réalisé que l'univers, en fait, la matière, elle se réinvente, elle va prendre de nouvelles formes quand elle prend sa vie et tout. Mais nous, on est un tout. On est connecté avec nos énergies, dans nos petits neutrons, nos petits atomes, nos petits. Enfin, bref. Et donc, je me suis dit, mais je donne une importance à la matière alors que ce qui vient de se passer est beaucoup plus grand. Ça se trouve, même mon chien, il kiffe sa life, je ne sais pas où, dans un nuage et tout. Tu vois. Et donc, j'ai complètement changé ma vision. Alors, je vais pas dire du deuil parce que j'aurais toujours
enfin voilà, la Taya, le jour où elle sera partie, je vais être dévastée et tout. Et pareil, tu vois, je me disais, j'aurais plus jamais de chien. Tu vois, je faisais partie de ceux qui disaient, je n'aurai plus jamais, c'est bon, j'aurai l'impression de le trahir, j'aurai l'impression de... Mais je dis, mais c'est pas vrai. L'amour, c'est quelque chose qui est exponentiel. C'est-à-dire qu'on peut avoir encore plus d'amour, qui peut avoir encore plus d'amour, qui peut avoir encore plus d'amour. Et quand j'ai été prête un an jour pour jour suite à son décès, j'ai pris Taya. C'est pas la même que lui. Elle est pas ni mieux ni moins bien. C'est aussi une autre histoire, comme si il me l'avait envoyée. Et elle est aussi géniale que lui, mais à sa manière, tu vois. Et genre, c'est magique, quoi. Et donc, je me dis, mais la vie, la mort, tout ça, on en fait tout un. Peut-être tout un. Quelque chose qui n'aurait même pas lieu d'être, puisqu'on fait partie d'un tout. Notre matière va renaître, je sais pas en quoi, en herbe, en je sais pas ce qu'il dit Mufasa, mais bref, tu vois. Mais c'est dommage, quoi, parce que du coup, on est tellement dans un monde de matière, de téléphone, d'inox, de carbone, qu'on en oublie aussi toute la matière intangible, tu vois. Voilà. Invisible. Et oui, et on dit souvent d'ailleurs que les chiens, ils absorbent un petit peu les problématiques de leur maître, entre guillemets. À cent Un pour cent. papa qui se casse une jambe, le chien, il commence à boiter alors que quand il se promène avec la maman, il ne boite plus. Donc ton chien, il a dû aussi prendre beaucoup et que c'était le moment pour toi Peut-être. et pour lui de dire, bah, c'est bon, le passé, terminus. Et Et on passe c'est à autre chose. exactement ça parce que il est décédé au moment où je lançais la musique et Eh la oui, musique c'est s'appelait vrai. PN, j'ai fait le job, pervers narcissique, j'ai donné. En gros, c'est ça que ça veut dire, tu vois. Donc c'est comme si c'était la fin d'un cycle, tu vois. Et voilà. Est-ce que tu sens que tu es moins ouverte à ce genre de manipulation, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le business, ou est-ce qu'il y a une part de toi qui est vigilante quand même, ou tu Je es suis plus vraiment... vigilante, je ressens plus les red flags, mais aussi c'est comme si, écoute, peut-être je vais être bizarre, mais c'est comme si l'univers, il m'a dit, c'est bon, t'as fait ta part là, en termes de d'expérience. Euh, bon, il m'en envoie des fois, mais tu vois, je sens que ça pue un peu, je rentre pas trop dans le... Mais c'est pas comme avant. C'est-à-dire que c'est comme s'il me présentait plus les mêmes types de personnes. C'est comme, je sais pas, je saurais pas te Ok. dire. Et Ta puis je le sens un vibration peu à dans toi a ce changé. qu'il est. Toi Ouais, aussi, ta peut-être ma vibration a vibration a changé, changé, ouais. ton état d'être Peut-être. a changé, tout ce que tu avais à transmuter a été transmuté, et puis en plus, tu as un super odorat. Donc quand tu sens que ça, c'est pas bon, C'est ça. tu vas plus. Ouais, exactement. Donc avec tout ça, aujourd'hui, ben, tu aides, parce que tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais besoin en fait, de pouvoir rayonner en aidant aussi les autres. Alors, comment tu viens en soutien aux autres aujourd'hui? C'est quoi ton service? C'est quoi ta zone de génie? Il y en a plein. On va dire que déjà la première, c'est vraiment quand j'appelle l'émancipation à travers l'entrepreneuriat, c'est vraiment parce que bon, déjà on vit une période géopolitique qui est très particulière. On vit à l'ère de l'inflation, on vit à l'ère où en fait, même salarié, t'as pas vraiment beaucoup de perspectives d'évolution et de retraite. Enfin qu'on se le dise à un moment donné, il faut être honnête, quand on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé dans les années à venir, surtout que le peuple est vieillissant, enfin bref. Donc il y a du pragmatisme et de la géopolitique. Il y a que, bon, bah, moi j'ai eu petit à petit la chance de certes beaucoup perdre d'argent, mais beaucoup en regagner, d'avoir cette espèce de, bah, ça c'est ma neuroatypie, cette espèce d'inconscience de tester plein de choses et de vite pouvoir, bah, forcément, si on risque plus, certes on risque plus de se casser la figure, mais on risque plus de gagner aussi, hein, c'est le principe de l'entrepreneuriat. Et mon rôle aujourd'hui, c'est bah, toutes les expériences qui ont été négatives, pouvoir m'en servir pour éviter aux femmes, notamment, parce que j'ai 2% d'hommes dans mon académie, mais il y en a, mais j'ai plus des femmes, donc leur éviter bah, des grosses pertes d'argent, tu vois, inutiles, alors qu'elles pourraient mieux structurer leur business, les accompagner en intelligence relationnelle, faire des contacts, se lancer dans la presse, monter sur scène, prise de parole en public, les réseaux sociaux, devenir une figure d'autorité, tout ce qui les met dans la lumière, réseaux sociaux, sphère du réseau, et mieux structurer, mieux penser, limiter les blocages. J'en ai beaucoup qui s'auto-sabotent, enfin même à 85% des cas qui ne fonctionnent pas. C'est même pas un problème technique, c'est même pas des skills très compliqués. C'est le narratif intérieur qui tourne. Je suis nulle, je... Et en plus, souvent, c'est des experts, donc elles ont même pas le syndrome de l'imposteur, elles ont le syndrome de l'expert. C'est-à-dire qu'elles se comparent à toujours plus grand, plus fort, mec 10 000 fois plus avancé qu'elles, etc. Alors qu'elles sont déjà largement là où elles sont censées être. Et mon objectif, c'est de recentrer dans l'action. Parce que moi, ce qui m'a vraiment aidé, pour répondre à ta question sur la résilience,
ça a été d'actionner les choses, en fait. Quand on rumine, alors j'ai rien contre la méditation, le retour à soi, etc. Mais quand on est que dans cette phase-là et qu'on se met pas en action, ben, il peut rien se passer dans la matière. Donc, j'essaye vraiment de les bouger, même sur des petites actions. C'est quoi un petit lancement? C'est quoi un petit produit? C'est quoi une petite stratégie sur un mois? Calendrier éditorial? Comment on peut se lancer pour commencer à passer dans des médias? Comment on peut monter sur scène? Je crée des événements, je les fais monter sur scène, tu vois? Et au début, elle disait: «Ah, mais je suis nulle, mais non, mais je bafouille, je machin». Et en fait, elle se raconte des histoires que le cerveau neuroplastique continue de se raconter derrière. Alors que quand on crée le chemin inverse, je dis pas que j'ai le don de changer toutes les connexions neuronales, mais j'ouvre les premières portes, tu vois, où elles se disent, bah, ah, c'était pas si dur. Ah, c'était pas tant la mer à boire. Ah, j'y arrive. Ah, je suis capable. Et donc après, bah, ça fait des trucs incroyables. Tu vois, là, Clara, par exemple, qui est une de mes élèves qui m'a envoyé un message hier, elle me dit, Ali, j'ai signé pour 12 000 balles de clients. Et c'est pas une as de la vente, Clara, c'est une coach vocale à la base. Donc une coach vocale qui fait 12 000 de chiffre d'affaires par mois, c'est quand même quelque chose. Enfin, il faut se mettre à la place d'une coach vocale, quoi. C'est un truc de ouf. Sauf que comme je lui ai appris à structurer une offre, que je lui ai appris à structurer exactement comment elle devait, elle, se démarquer du commun des mortels, si tu veux, et ben elle a attiré de fou. Elle a pris 70 000 abonnés sur TikTok. Elle a sa patte, elle a ce côté un peu je te rentre dedans et tout. On a travaillé sur le marketing authentique pour qu'elle soit de plus en plus magnétique, pour arrêter d'aller faire comme les autres, mais faire comme elle. Et ça a marché. Idem pour Gilles, que j'avais eu en Instaclass. Donc, il n'a même pas fait émancipation, il a fait juste une journée de cours avec moi. Ça y est, là, il a explosé, il fait des 100 000 vues partout. Il me dit, allez, je prends des abonnés de partout, je sais plus ce qui se passe. Et je dis, bah, continue, fais-toi plaisir, maintenant que tu as la mécanique, tu vois. En fait, je leur donne vraiment, bon, déjà, toutes les astuces techniques, évidemment, il y en a quand même beaucoup, avec les algos, les thématiques et tout, mais surtout, en fait, l'astuce de croire en eux. Parce que quand ils croient en eux, les gens croient en eux. C'est aussi Amen. bête que ça, quoi. Tu vois, voilà. C'est c'est ça mon rôle, en gros. Ok, tu parlais tout à l'heure de la fuite. Tu peux méditer, mais tu peux fuir dans la méditation. Tu peux être dans l'action et tu peux fuir dans l'action. Oui, En fait, ce que tu ramènes, c'est un peu de structure dans tout ça. Et ok, un peu de ça concret, te ouais. sert à quoi? Si tu médites et que ça te sert à passer à une action inspirée, bah let's go. Donc en fait, tu Grave, remets de la clarté. On peut dire totalement ça? d'accord. Alors après, en plus, moi, c'est vrai que mon gros défaut, enfin, je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais mon gros défaut, c'est que je suis très yang dans mon énergie. Enfin, je sais pas si c'est un défaut, hein. Juste, on me le dit tout le temps. Tu vois, dès que je croise des femmes, t'es très yang, t'es dans l'action. Et ça. J'ai toujours été comme ça. Je pense que c'est ma neuroatypique qui est comme ça. Je ressemble beaucoup à mon père. Je suis un peu le fils que mes parents n'ont pas eu. Enfin, bref, voilà. Je vais pas faire toute l'analyse, mais t'as compris. Après, j'ai un côté très yin. Moi aussi, je pleure devant Disney+. J'aime les bougies. Enfin bref, voilà, ok. J'aime la sauge. Je fais venir des nanas qui me mettent des trucs pour les esprits dans ma maison. J'ai j'ai les deux. Mais je sais que moi, je sais pas trop faire autrement. Je fonctionne dans l'action. C'est-à-dire que moi-même, d'ailleurs, je ne prends pas assez de temps pour moi pour prendre du recul sur moi, enfin, je le fais au cours de mes processus d'action. C'est-à-dire que je suis là, je suis en train de trier des trucs, je fais, ah là là, je devrais peut-être faire plus attention à moi la prochaine fois, machin, mais je ne le fais pas, tu vois. Et c'est ce qu'on me reproche de partout, tous les coachs de dev perso, mes élèves qui sont des sorcières modernes, machin, tout, elles me disent, mais calme-toi, Alice, mais t'es tout le temps ci, t'es tout le temps ça. Et je me dis, mais finalement, est-ce que c'est pas mon rôle sur Terre Mais non, de- mais c'est par rapport à d'être leurs comme limites ça, à tu eux, vois? c'est par rapport à ce qu'ils sont capables de prendre de ce que tu es, en fait. C'est pour ça qu'ils Voilà. projettent leurs limites. Mais c'est trop chouette, en fait, d'être Après, je vraiment sais que, toi. enfin voilà, et je sais que par contre, mais je pense, j'attendrai que tu me poses les deux questions de la fin, parce que ça sera très bien dans la fin. J'entends. Euh, je sais en fait, il y a un truc que je dois vraiment travailler sur moi. Mais du coup, j'y répondrai à ta question. Ok, ça marche. Juste, si, je sais pas, moi j'ai envie de rentrer dans Emancipation University, si j'ai envie d'exploser comme tous ceux que tu aides à grandir, comment ça marche? Combien ça Alors, coûte? Où est-ce que déjà, je te contacte? déjà, il faut savoir qu'on a trois formules. Donc, on a une formule à 1004, je sais plus combien. C'est mon équipe qui sait parce que moi, je fais pas la vente. En gros, j'ai grosso modo une formule à 1004, une formule à 3000 et une formule à 4000 et quelques, avec du Do With You. C'est des formules de plus d'un an. Avec, en plus, on est partenaire avec des programmes de financement. Donc, on a Sequoia. Donc, on fait pas de CPF, tout ça, parce qu'on évite les touristes. Mais on veut des gens qui s'impliquent, tu vois. Qui Non, mais s'engage? je dis la vérité. Moi, les gens qui Ouais, sont pas investis dans leur apprentissage, j'en ai fait, hein. J'ai fait du CPF et tout. Je me suis rendu compte que les gens prenaient par défaut. ouais, Euh, c'est vrai.
Après, si vraiment il faut le faire, je peux faire, tu vois? J'ai des organismes de formation où je suis salariée là-bas aussi, vraiment pour les cas de figure d'extrême nécessité, la maman solo qui peut même plus manger des pâtes et tout, oui, tu vois? Mais moi, mon objectif, c'est que, tu vois, les gens, ils vont finir par être, rentables. Ils vont trouver le moyen de faire leur business. Si le business est viable. Parfois, je les fais, rentrer dans la machine à laver, je les retourne parce que je leur dis: «C'est pas viable». Tu vois? C'est peut-être trop niché ou il y a peut-être pas de marché et tout, ça je préfère leur dire tout de suite. Mais, hem, qu'est-ce que je veux dire? Quand ils rentrent, déjà ils peuvent payer en 12 fois. On a vraiment des facilités, incroyables. Parce que Mmh. mon objectif, c'est qu'ils gardent leur trésor parce que tu le sais, quand tu es entrepreneur, contrairement à tout ce que disent les personnes qui font des formations en ligne, eux, ils veulent te prendre le cash tout de suite. Moi, je veux pas te prendre ton cash tout de suite parce que tu vas en avoir besoin. Si tu dois acheter un setup pour pouvoir créer tes contenus, si tu veux mettre des ads pour lancer ta future masterclass, si tu as besoin d'acheter du matériel, vidéo, photo, j'ai besoin que tu gardes ton argent pour que tu puisses avoir de belles vidéos parce que quand tu as un Huawei de 2003, eh ben non, tu vas pas percer sur Instagram. C'est la vérité, tu vois. Donc, je préfère que tu gardes ton argent et que tu t'achètes un bel iPhone 16, tu vois. Et je fais chier tout le monde avec Apple, mais si tu veux percer, change la marque de ton téléphone. Donc voilà, et c'est des trucs bêtes, mais donc je préfère être sincère. Leur dire, moi Mmh. j'ai quand même une grosse équipe derrière, il faut payer quand même mes coachs. J'ai Nejma, j'ai Sandra, j'ai Maïlis, j'ai Alexandre, j'ai Romain. Ils ont une vraie équipe d'accompagnement. Il y a maintenant Laurence qui donne des conseils en mindset aussi. On va faire rentrer Pierre-Alexis. On a toutes les semaines entre 2 et 4 masterclass incroyables. On a vraiment toutes les thématiques. On parle des ads, on parle des tunnels de vente, on parle d'acquisition, on parle de Airtable, on parle des CRM, on parle de human design, on parle de blocage. On parle vraiment tout le 360 qu'un entrepreneur a besoin pour se lancer, que ce soit pour lui mieux se structurer, rentrer dans une team incroyable et surtout qu'on trouve in fine, alors pas par miracle, hein, parfois il y en a qui commencent à trouver leur chemin. Je vois Isabelle, ça a pris 9 mois. C'était long. Elle était en zoothérapie. On a finalement réorienté vers l'accompagnement du neuroatypique en général parce qu'elle était peut-être un petit peu trop nichée. Sauf que moi-même, j'ai pas toujours la science infuse. Il faut qu'on teste des choses. Et je peux pas lui dire, Exactement. bah tiens, hop, j'ai une idée, voilà. Donc pour rentrer, souvent en fait, je fais des lives tous les 15 jours. Les gens tombent sur mes ads en général où je fais une masterclass qui explique tout ça, tout ce qu'on fait. Moi, ma vision de comment utiliser le networking, les réseaux sociaux, le fait de conférencer aussi, de devenir conférencier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent: «Ah mais mon rêve c'est d'être conférencier». Je dis: «Bah pourquoi tu crées pas ta conférence?» Je comprends pas les gens qui disent: «Mon rêve c'est d'être conférencier». Je comprends pas le concept. Pour moi, il faut que tu crées ta première conférence. La première conférence que j'ai donnée, il y avait 3 personnes. Mais dans la matière, j'ai créé le fait que dans mon cerveau, j'étais conférencière et ça va induire plein de petites choses derrière. Donc voilà, et après, bah, ils peuvent rentrer dans le live, c'est un live gratuit, ils peuvent voir si ça leur plaît ou pas, d'avoir une coach un petit peu hyperactive, super disponible, parce que je suis quand même, je le dis souvent, je suis quand même un peu l'esclave de mes élèves. Je réponds à tous, là, ils parlent pas juste à un coach, ils parlent à Alice en personne, dans leur classe et tout ça. Et ils ont pas mal d'avantages aussi, puisque tu vois, j'organise souvent à mes frais des événements où je les mets en conférence, où je remplis devant 200, 300 personnes. Mon but étant de leur créer justement à eux dans la matière leur rêve d'être soit Mmh. conférencier, soit de se mettre en avant, se valoriser, tout ça. Voilà, voilà, un peu le schéma. Et c'est une de mes activités puisque j'ai 6 boîtes, voilà. Et c'est quoi comme les autres boîtes, c'est quoi? J'ai un garage avec mon conjoint, on vend des Porsche. J'ai quoi d'autre comme OK. boîte? J'ai une boîte avec Laurine, on a une boîte d'événementiel, on fait les châteaux des entrepreneurs, c'est des masterminds d'entrepreneurs. J'ai un label de production audiovisuelle et musicale, du coup, Mmh, qui va quand me même, servir hein, c'est là, resté. qui va me servir pour produire mon émission là qui va sortir. J'ai une boîte qui s'appelle Sim, qui est une boîte de branding haut de gamme, et on a aussi le Club des Samouraïs dedans. J'ai la marque des Dineos où il y a 40 ambassadrices partout dans le monde, et on a déjà pas mal de villes qui sont représentées. On a Reims, non, pardon, Lille, Reims c'est bientôt, Lille, Paris, Versailles, Rennes, Saint-Malo, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Cassis, Marseille, Aix, Antibes, bientôt Nice, bientôt Béziers, on a Mâcon, Lyon, bientôt Quimper, et on a aussi Tahiti, on a aussi bientôt la Tunisie, bientôt Miami, bientôt le Mexique et bientôt la Guadeloupe et la Réunion. Voilà. Waouh! OK. Donc tes rêves, ce que tu es, ce que tu as envie de créer, ça s'expanse. On arrive au bout parce que tu Oui. as un rendez-vous derrière et j'avais envie de te poser ces 2 dernières questions pour, clôturer un petit peu cette conversation très inspirante. La première, c'est: «OK, Alice, demain tu as une baguette magique. Je suis ton magicien, je t'offre une baguette magique, tu peux changer quelque chose.
dans ta vie, est-ce que tu changerais quelque chose et si oui, quoi? Alors, en fait, ce que j'aimerais changer, Pour réduire toi? un peu, Mmh. c'est les symptômes du TDAH. C'est-à-dire tout ce que je viens de te dire là est un peu une conséquence de mon TDAH. Donc c'est super pour le business. D'un point de vue business, je fais plein de choses, j'arrive à gérer plein de choses en même temps parce que j'ai réussi à vivre avec mon TDAH. Mais le problème du TDAH aussi, c'est que je m'oublie. C'est-à-dire que vraiment, je peux oublier de manger, je peux oublier de me laver, même si mon mec me le dit pas. J'oublie de prendre soin de moi. Ce qui fait que je peux avoir des comportements qui sont vraiment toxiques pour moi-même. Tu vois, genre, je peux être sédentaire pendant 3 jours, tu vois, et ça va pas du tout. Donc, j'aimerais bien arriver à trouver un équilibre entre cette hyper profusion mentale du TDAH qui me rend hyper active, qui me fait faire plein de choses incroyables et tout, et en même temps je pense qu'un jour je vais arriver, tu vois, alors je parle même pas de burn-out, parce que le burn-out, limite, ce serait tant mieux si j'avais ça, tu vois, mais moi je pense qu'au stade où je suis, d'hyper activité cérébrale, je pourrais me créer vraiment des cancers, des vrais gros problèmes, tu vois. Donc, j'aimerais avoir, en tout cas, un curseur où je me dis, tu vois, moi, je fais partie des gens qui ne dorment pas tant qu'il y a encore des tâches ouvertes. Donc, je vais toutes les faire. Tu vois, là, j'ai monté une émission en une nuit. Donc, je vais tout faire. Aller déposer le nom de marque, aller sur l'INPI, aller, nanana, je vais tout faire. Ce sera nickel. Le lendemain, ce sera fait. Sauf que j'aurais pas dormi. Je peux mourir. Tu vois, je peux avoir des palpitations cardiaques, un AVC. Donc, j'aimerais bien avoir un curseur juste pour choisir où va mon TDAH. Et Tu ta pas eu deuxième d'alerte encore? T'as pas eu d'alerte, Ça donc arrive encore, ça va? parfois, j'ai des petites alertes, mais tu vois, c'est genre j'ai de l'eczéma, j'ai des petites palpitations, tu vois. Ça reste gentil, tu vois, mais je vois que je tire trop sur la corde, mais je ne sais pas comment faire. C'est un peu le chat qui se mord la queue, c'est-à-dire que quand je me pose pour faire autre chose, mais de toute façon, mon cerveau, il est déjà, brrr, tu vois. Ouais, ouais. Donc le sport, j'aime bien, ça me fait du bien. La respiration en carré, ça marche super bien sur moi. Les massages, tu vois, là, je m'impose des massages régulièrement, des drainages lymphatiques pour Mmh enlever mh, les mmh. toxines et tout. Mais j'aimerais un jour où, à un moment donné, mon cerveau dise: «Waouh, détends-toi». Tu sais, les gens ils me disent: «Mais tu rêves pas de faire, des vacances, te détendre?» Pour moi, je comprends pas le concept, quoi. C'est vraiment, comprends pas le concept. Des vacances, se détendre, pour moi, c'est une prison, c'est l'horreur. J'ai du mal avec ce truc et c'est mon rêve d'aimer ça parce que les gens ont l'air de trop aimer ça. Moi, quand je suis là-bas, là, genre à côté d'un cocotier sur un transat et je fais rien, je suis comme si tu m'avais enchaîné, je suis Jésus sur sa croix, clairement, tu vois? Donc pour moi, OK. c'est l'horreur. Merci pour ta réponse et puis je vais te donner la dernière question, pour clôturer. Si demain, bon voilà, demain il y a plus d'humanité, simplement il y a un petit groupe d'enfants qui vont refaire l'humanité de demain, mais toi tu ne seras pas là pour la voir. Seulement, on va t'appeler toi, Alice, pour aller les délivrer un ultime message à ces enfants pour qu'ils Mmh. refassent l'humanité différemment que ce qui a amené à cette destruction. Quel serait le message à Le leur message. Eh bah, tu vois, regarde, je te parlais de mon énergie masculine et tu vois, regarde, je te dis, j'ai du mal à prendre soin de moi et je suis tout le temps dans le faire, le faire, le faire. Bah, le message que je délivrerais à ces enfants, je leur dirais: «Ne laissez jamais les hommes diriger le monde. Laissez aux femmes, s'il vous plaît, heu, la gestion des pays». Alors, il y aura des embrouilles, ce sera pas parfait, c'est clair. Mais les femmes, elles donnent la vie. Les femmes donnent la vie. Je crois qu'en pourcentage, on a 97% des agressions sexuelles qui sont de toute façon commises par des hommes, 94% des violences domestiques qui sont de toute façon commises par des hommes. Je suis agitée parce que j'ai un énorme taux de testostérone pour une femme. Donc je le vois bien, tu vois, que je pense que... Et j'ai rien contre les hommes, je m'entends super bien avec mon mec, avec mon père, avec mon frère. Même eux, ils diraient la même chose que moi. Laissez, s'il vous plaît, les décisions les plus importantes pour le pays, pour le peuple, pour la vie, laissez-les aux mères, aux femmes. Voilà, c'est ce que je pense. Amen. OK. Amen. Merci Et beaucoup et si Gaïa. on veut te su à Gaïa, si on veut te suivre, sur les réseaux, tu l'as dit, c'est Alice Cat Designer. Si Ouais. on a envie de rentrer dans l'émancipation, et c'est sur un site internet, c'est aussi via tes réseaux? Euh, Comment on te trouve? Comment on Envoyez-moi parle? un DM. Alors sinon, non, le mieux, c'est que s'ils veulent déjà voir ce que je propose, sans même s'engager ou quoi, j'ai un petit lien qui est une conférence offerte dans mon Instagram. Et comme ça, ils peuvent voir déjà tout ce que je propose. Et ils voient déjà s'ils veulent prendre un rendez-vous ou pas. Et après, il y a un lien vers s'ils veulent prendre un rendez-vous ou pas. Voilà. Magnifique. Merci pour, ce temps, partagé ensemble. Merci à toi. Heu, d'accord, tu sais que tu as encore 1 million de choses à faire derrière et que tu vas les faire avec beaucoup de joie et d'énergie. Les amis, pensez à vous abonner. Moi, c'est Stéphane Robin, je vous accompagne sur la voie du cœur et je ne fais pas de relations amoureuses, hein, je précise. Tu sais pas, tu sais pas. Peut-être, peut-être, mais c'est pas ma spécialité, on va dire, voilà. Hem
Je vous retrouve pour une prochaine émission qui sera, très bientôt avec 2 hommes, mais qui ont une énergie féminine qui est bien là aussi. Je vous souhaite une Ça belle, va faire après contrebalancer. ouais, voilà, ça vient en équilibre, c'est C'est bien. parfait. Tout est juste. Je te remercie beaucoup en tout cas Alice, Merci hem, Stéphane. à bientôt. À bientôt. Merci pour ta patience. Ciao. Ciao.